Bonjour Daniel Simone. Bonjour. Alors oui, la démarche citoyenne, en fait on appelle ça aussi démarche municipaliste, c'est vraiment le cœur de notre de Décidons Paris. On n'est pas une Miss France Insoumise. Moi je suis à la France Insoumise. Mais j'ai dit à la France Insoumise, non, sur Paris, je ne veux pas conduire une Miss France Insoumise, mais une démarche citoyenne. On a lancé un appel avec d'abord Claudio Pulgarpino qui a été un militant pour le droit à la vie du 19e arrondissement. Et c'est sur la base des signataires qu'on a constitué une assemblée et qui a, au fur et à mesure, élaboré le programme, et qui, dans chaque arrondissement, a constitué les listes. Et en novembre, on a eu donc Vicage de Rasso qui a bien voulu rentrer dans cette démarche-là, et je lui ai proposé qu'on constitue tous les deux un binôme à la tête de Paris. Alors comment fonctionne ce binôme ? Imaginez, on gagne le municipal à Paris, eh bien, je suis conseillère de Paris sortante, je peux faire la première moitié du mandat, et Vicage de Rasso ferait la deuxième partie, la moitié du mandat. C'est-à-dire que c'est une conception du collectif. Et ce qui fait que dans chaque arrondissement aussi, on a mis en place des binômes. Mais ce qui est important pour nous, c'est surtout la liste qu'il y a derrière. Et puis la pratique militante. Par exemple, notre liste dans le 20e, elle est constituée de celles et ceux qui, dans les quartiers, ont fait les résistances du quartier. Par exemple, la troisième sur la liste dans le 20e, elle est Waiba, elle fait partie de celles des habitantes qui se sont battues contre la fermeture du collège Jean Perrin et qui par ailleurs ont gagné cette bataille-là. Et donc ça me semble important que ceux qui ont réussi à faire plier à la fois la maire du 20e, la maire de Paris, l'adjoint aux affaires scolaires, le rectorat, eh bien ce soit eux qui représentent le mieux leur quartier et qui sauront défendre l'intérêt général. Ça c'est très clair, mais alors sur le concept du référendum, comment... Ah oui, pardon. Donc sur le référendum, alors le référendum d'initiative citoyenne locale, le RIC, c'est notre première proposition. On constate finalement que beaucoup de décisions ont été prises sans les Parisiens, voire contre les Parisiens. Quand la maire de Paris change de position et en début de mandature décide finalement de soutenir les Jeux Olympiques, elle ne demande pas l'avis aux habitants. Quand elle décide de faire une tour triangle de 180 mètres de haut pour des bureaux, ou bien les 6 tours de Bercy-Charenton, ou encore de privatiser le crématorium du Père-Lachaise, les habitants sont totalement écartés. L'idée du référendum d'initiative citoyenne locale, c'est de se dire, si vous faites une pétition avec 5% minimum de signatures des inscrits sur les listes électorales, si 5% des personnes inscrites sur les listes électorales signent votre pétition, vous avez la possibilité de provoquer l'organisation d'un référendum. Et qui pourra, ce référendum, soit s'opposer à une mesure de la majorité que les habitants contestent, soit proposer quelque chose. Par exemple, nous portons l'idée qu'il y ait un récépissé daté, signé, co-signé contre le contrôle au faciès. Et que Paris soit un territoire d'expérimentation contre le contrôle au faciès. Pour l'instant, et les gouvernements et les municipalités n'ont jamais voulu aller dans ce sens-là. Mais imaginez qu'il y a un référendum, ça permettrait un débat, ça permettrait de changer le regard, et le rapport de force, cette mobilisation, pourrait aider à faire plier le gouvernement pour qu'il accepte qu'à Paris on expérimente cela, pour qu'on arrête avec les contrôles abusifs et discriminatoires. D'accord. Alors, je vais revenir sur 2019 et sur la question sociale. On a 3641 SDF qui dorment dans les rues en 2019, dans les rues de la capitale. Ce chiffre, il est en augmentation de 23% par rapport à 2018. Comment loger ces personnes et est-ce qu'on peut le faire à Paris ? Oui, on peut faire. D'abord, il n'y a pas de fatalité au mal logement. Donc, sur la question du sans-abrisme, il faut à la fois se dire qu'est-ce qui provoque le sans-abrisme, et donc agir sur les causes, et comment également on peut sortir tout le monde de cette situation de grande précarité, d'indignité, et on meurt dans la rue à Paris. Alors d'abord, sur qu'est-ce qui provoque le sans-abrisme, moi je pense qu'il y a 2 mesures déjà importantes à prendre. Mettre en place un arrêté anti-expulsion. Pas d'expulsion sans relogement. On ne doit pas expulser, qu'on soit d'un bailleur, dépendant d'un bailleur public ou d'un bailleur privé, même pour arriérés de loyer, on n'expulse pas. Parce que quand vous expulsez pour arriérés de loyer, de toute façon, la collectivité, après, ça lui coûte encore plus cher en termes d'hébergement à l'hôtel. Donc c'est une aberration et c'est une violence sociale inacceptable. Donc, prenons un arrêté anti-expulsion. Deuxièmement, vous avez un jeune sans-abri sur 2, entre 18 et 25 ans, qui est issu de l'aide sociale à l'enfance. Donc qu'on se dise qu'il y a donc une responsabilité de l'aide sociale à l'enfance dans la fabrique des sans-abri. Parce que beaucoup de jeunes, arrivés à leurs 18 ans, quand ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ça veut dire qu'ils n'ont pas de parents qui peuvent s'occuper d'eux, eh bien, à 18 ans, on leur dit « Joyeux anniversaire, maintenant vous vous débrouillez tout seul dans la vie ».
Et donc, ils tombent dans le sans-abrisme. Nous défendons le fait qu'il faut mettre en place des contrats jeunes majeurs, au moins jusqu'à 25 ans, pour ceux qui en ont besoin, pour accompagner jusqu'à la qualification, jusqu'à l'autonomie, jusqu'à l'insertion professionnelle des jeunes, pour essayer d'éviter au maximum le sans-abrisme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux personnes qui se retrouvent à la rue? Certains veulent pallier au manquement de l'État en matière de sécurité et prévoient par exemple 60 millions d'euros pour la police municipale. Nous on dit la priorité ça doit être la lutte contre le sans-abrisme. Et donc ces 60 millions d'euros peuvent permettre par exemple de créer 4700 places d'hébergement avec accompagnement social. Elle est où la priorité? Pour moi, pour nous à Décidons Paris, la priorité au niveau du département, c'est qu'il n'y ait plus une personne à la rue. D'accord. Alors, en attendant, il y en a encore des personnes à la rue. Et je vais parler d'un événement qui a eu lieu lundi dernier. La Fondation Abbé Pierre a recensé près de 500 dispositifs anti-SDF. Oui, j'y étais. Voilà, dont ont été récompensés lundi dernier, qui ont été récompensés l'année dernière par la cérémonie des Pics d'Or. Donc Paris n'a pas à rougir, puisque la ville a reçu le Pic d'Or de la catégorie des clous, décerné aux poteaux en forme de champignons qui sont situés rue Vicq d'Azir dans le 10e arrondissement. Il y a des arrêtés anti-mendicité à Paris, on en a notamment un sur les Champs-Élysées. Ces dispositifs qui éloignent les sans-abri des centres-villes finissent notamment par les invisibiliser. Qu'est-ce que la mairie peut faire contre ça? Déjà arrêter ça, parce que franchement c'est vraiment cette logique hypocrite, cacher cette misère que je ne saurais voir. On ne lutte pas contre la misère en luttant contre les miséreux. Et il y a aussi, on a beaucoup dénoncé dans la campagne les bancs une place. On a fait des petites vidéos pour se moquer de ce mobilier, c'est honteux quoi. On fait maintenant des bancs une place, une seule chaise. Vraiment pour qu'un sans-abri ne s'allonge pas et ne se repose pas dans la ville, et qu'on ne le voit pas en train de dormir dans la ville. C'est juste honteux. Donc déjà, on restaure les bancs. Il y a des bains-douches, mais pas assez dans Paris. On a maintenant quand même des fontaines à eau, donc là on n'a pas à rougir par rapport à d'autres villes comme Marseille par exemple, il n'y a même pas de fontaine à eau. Mais il faut arrêter les arrêtés anti-mendicité. Il y a aussi un énorme retard sur Paris, c'est celui concernant la domiciliation. Il y a beaucoup d'efforts à faire sur la domiciliation des personnes sans abri. Mais je le redis, les 4700 places d'hébergement avec accompagnement social, elles sont finançables puisqu'on est capable de mettre l'équivalent en sous dans une police municipale. Donc on peut le faire. Il faudrait peut-être commencer par réquisitionner tous les bâtiments vides, qu'il y ait un véritable bras de fer sur les bâtiments vides qui appartiennent soit à la collectivité, à la ville ou à l'État, soit à des assurances, à des grands groupes immobiliers qui préfèrent spéculer. Donc il faut une politique radicalement différente et zéro arrêté de mendicité. D'accord, donc si vous étiez élu maire de Paris, ce serait la fin des arrêtés de mendicité. Ah oui, complètement. Oui, zéro. Je vais même vous donner un autre exemple, ça a été une vraie bataille dans le 20e. Dans le 20e, il y a la problématique de ce qu'on appelle les bifins. Les bifins, ça va être des personnes qui chinent dans les poubelles et qui ensuite se mettent par terre un bout de chiffon et puis mettent ce qu'ils ont pu collecter dans les poubelles et puis vont revendre des objets qu'ils ont chinés. Alors c'est vrai que s'il n'y a aucune régulation, ça peut poser problème. Parce qu'à un moment donné, dans l'espace public, quand on a l'impression d'être envahi de personnes qui vendent à la sauvette juste au pied des puces de Montreuil, ça crée une concurrence déloyale avec les puciers. Et ça peut créer difficulté de partage de l'espace public. La réaction de la maire du 20e, qui est macroniste, mais du temps où elle était encore au PS, avec les socialistes, avait été de faire une manif anti-bifin. On était quand même dans un contexte où c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avec la logique de la chasse aux robes. J'ai trouvé que là, on basculait dans quelque chose de très réactionnaire, très inquiétant. Alors qu'il y a d'autres expériences intéressantes de carrés des bifins, d'espaces régulés, où on responsabilise une association et on permet de telle heure à telle heure, sur tel emplacement de marché, que les bifins puissent revendre les objets qu'ils ont chinés dans les poubelles. Ce qui facilite, quand vous régulez les choses, ce qui facilite aussi le travail de la police, pour néanmoins être très ferme sur le fait qu'on n'a pas le droit de revendre des objets tombés d'un camion, entre guillemets, de faire du recel, et surtout on n'a pas le droit de revendre des produits alimentaires avec des dates de péremption, c'est une question de santé publique. Mais il y a plein d'autres réponses sociales, solidaires à développer. Il faut développer des petits ateliers d'insertion, d'ateliers de réparation des objets. On doit développer aussi les restaurants solidaires. Et on doit construire une ville de l'entraide. Développer dans la conscience aussi des Parisiennes et des Parisiens un réflexe d'entraide dans son quartier. Et pas une volonté d'arrêter l'antimendicité, de mobilier urbain, anti-SDF, de pic. C'est monstrueux cette ingéniosité
que notre société d'exclusion peut développer pour qu'on rejette les plus pauvres, pauvreté que notre système a lui-même créée. D'accord. Alors, on va passer sur l'écologie un petit peu, et notamment sur les déchets. En décembre 2019, l'Assemblée nationale a voté l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici à 2040. Quelle initiative significative comptez-vous prendre en matière de réduction de déchets à Paris ? Oui, alors déjà, cette décision reportée à 2040, c'est une vaste blague. C'est pas si simple, hein, puisque je vois par exemple une petite bouteille en plastique qui traîne là. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, dans tous nos modes de vie, chasser tout cela. Hein. Alors, quelles mesures on peut prendre ? Déjà, plus d'objets en plastique dans les cantines, ça suffit. Ça veut dire peut-être offrir une gourde à tous les enfants pour que vraiment dans la culture, parce que je pense que la bouteille d'eau est sans doute le pire ennemi, qu'il y ait vraiment la culture de la gourde, mais ça veut dire aussi toute une action de sensibilisation de tous les bars et restaurants sur l'éradication de la paille, parce que même si c'est interdit, on commence à voir apparaître des pailles en carton, mais il y a encore des endroits où on vous donne la paille sans même vous demander votre avis. Bon. Et il y a vraiment un travail aussi de sensibilisation important à faire sur les marchés. Sur les marchés, vous avez encore beaucoup de marchés où c'est le sac en plastique à usage unique. Donc il y a ce travail-là de sensibilisation en amont qui est essentiel. Les repas de quartier, les fêtes d'association, on se retrouve encore reçus avec le gobelet en plastique ou les assiettes en plastique. Donc il y a vraiment un travail à faire de manière vraiment volontariste de mobilisation des consciences à ce sujet. Mais le plus gros, surtout, c'est la question des cantines. Dans le 18e, on a un vrai scandale. Une cantine, c'est délégué au privé, c'est la Sogérès. Et là, c'est vraiment le summum. Hein. C'est non seulement on a des emballages en plastique, mais en plus, on a vraiment de la malbouffe, quoi. D'accord, donc il s'agirait surtout d'éduquer dès le plus jeune âge pour... Il faut éduquer dès le plus jeune âge à s'émanciper de tous ces objets en plastique, mais aussi travailler sur la commande publique, la restauration collective, qui dépend de la ville, et en même temps sensibiliser, mobiliser l'ensemble des acteurs privés, la restauration, les marchés, les magasins. D'accord, très bien. Dans le cadre des transports aussi, et donc de Grand Paris, ont été lancés des projets de lien avec les communes de banlieue, notamment le lancement des lignes de métro, la ligne 16 et la ligne 17. Ces lignes de métro, elles vont limiter les trajets de bus dans les banlieues nord-est de Paris, et on favoriserait à ce moment-là le métro. Ma question c'est, si vous êtes élu maire de Paris, est-ce que vous comptez mener à bien ces politiques de construction de lignes ? Alors oui, il faut développer le métro, mais il ne faut pas partir du principe qu'en développant le métro, on va réduire le bus. Je n'ai pas bien compris votre question, parce que je pense qu'il y a besoin d'augmenter, donc de prolonger les lignes de métro, mais aussi d'augmenter les lignes de bus interbanlieues. Il ne faut pas surtout mettre les deux en compétition. Après, il faut faire attention, il y a des lignes qui peuvent poser problème. Le terminal de la ligne 17 devrait se situer au niveau du triangle des Gonesse, si je ne me trompe pas de ligne. Or là, il y a eu toute une mobilisation contre Europa City. Europa City, c'était un projet de centre commercial géant piloté par Muliez, le groupe Auchan. Donc la mobilisation a permis de faire échouer ce projet-là, mais il y a toujours la volonté de construire la gare du terminus de cette ligne. Or, on est au milieu des champs. Donc on sent très bien que ce terminus-là, une fois que vous l'avez, si jamais vous faites la gare au milieu des champs qui servira à personne, ça va être l'arme pour les urbanistes de dire « Ah ben alors, on a une gare, il faut bien qu'elle serve à quelqu'un ». Donc si on construisait un petit projet immobilier tout autour, et hop, projet d'artificialisation des sols, de bétonisation, ça, on n'en veut pas. Donc il faut bien veiller à ce que les lignes de métro, les lignes de bus servent bien à déplacer les gens dans le trajet quotidien. D'accord, vous mèneriez à bien ces projets-là, mais peut-être vous peut-être que la gare, le terminal, non. Voilà, la gare terminale 17, là... D'accord, très bien. 34% des Parisiens ont une voiture, contre 64% des habitants de la première couronne et 85% de la deuxième couronne. Comment les inciter à ne plus utiliser la voiture ? Est-ce qu'on mettrait en place des partenariats avec la première et deuxième couronne ? Alors déjà, par exemple, sur les voitures, il paraît qu'il y a une voiture sur deux qui en plus est un SUV. Et alors les SUV, ce que je trouve complètement dingue, c'est que ça pollue énormément, mais c'est pas du tout interdit. Ça fait pas partie ça échappe à critères. Bon, c'est que ça pose quand même débat, c'est-à-dire que les voitures des riches, qui sont pourtant très polluantes, on va les laisser circuler, c'est quand même problématique.
moi, sur cet enjeu de pollution, qui est un enjeu majeur, la différence d'approche que je peux avoir avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste d'Anne Hidalgo, c'est que eux, je trouve, en restent trop à la question, sur des sujets sur lesquels je suis d'accord, hein, on piétonise, on réduit la vitesse, mais on reste trop dans la logique interne au périphérique. Or, il faut penser la métropole du Grand Paris. Vous avez tous les jours 1 million de personnes qui viennent travailler à Paris parce qu'ils ne peuvent pas y vivre. Enfin, ils viennent travailler à Paris sans y vivre parce qu'ils ne peuvent pas y vivre, parce que les loyers sont trop élevés. Et par ailleurs, Paris a plus de 850 000 emplois excédentaires par rapport à la population active. C'est-à-dire que la logique d'attractivité de Paris, qui fonctionne comme une métropole centrifugeuse, où tous les moyens, tous les emplois doivent être en son centre, pousse à augmenter les distances domicile-travail. Parce que vous êtes obligé de venir bosser dans Paris, mais la spéculation vous rechasse de Paris et vous devez loger le plus loin possible de Paris. Donc on est sur une logique aberrante. C'est-à-dire que forcément, si on ne s'attaque pas à cela, vous aurez toujours des distances pas possibles, et donc vous aurez une sursaturation des transports en commun, pour ceux qui peuvent les prendre, et ensuite un trafic automobile conséquent pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de venir en voiture, soit parce que les horaires sont décalés, soit parce que le transport en commun ne va pas jusqu'à leur domicile. Donc pensons d'abord aussi aux causes, sans s'attaquer simplement aux conséquences. Donc nous sommes pour à la fois sortir de l'attractivité du territoire, c'est-à-dire arrêter de faire fonctionner Paris comme une centrifugeuse qui est en compétition permanente avec les autres territoires, et de se dire non, si ici nous sommes excédentaires en emploi et que dans telle ou telle ville du 93 on est déficitaire en emploi, on doit créer un partenariat pour essayer de convaincre des employeurs, des sites, de venir s'installer dans ces autres villes, des départements limitrophes. Donc on doit agir de la sorte. De la même manière, il faut absolument avoir un impératif qui est de permettre de loger à Paris celles et ceux qui travaillent à Paris. Moi, vous ne pouvez pas savoir dans une mandature entière le nombre de luttes sociales que j'ai soutenues d'hommes et de femmes qui travaillent dans Paris et qui ne vivent pas à Paris. Les femmes de chambre, elles ne vivent pas à Paris. Toutes les caissières de nos magasins ne vivent pas à Paris. Les personnes agents du nettoyage ne vivent pas à Paris. Les ouvriers du bâtiment qui travaillent sur les chantiers de Paris, ils n'habitent pas à Paris. Et on est dans une situation où des 35% d'ouvriers employés qui vivaient à Paris en 2001, ils ne sont plus que 25% aujourd'hui, alors qu'ils sont toujours 51% dans la société dans son ensemble. Cette ségrégation sociale, spatiale, elle a aussi une cause dans l'aggravation de la pollution, donc de ses conséquences écologiques. Et ça, je trouve ça inadmissible que les autres ne se posent pas cette question. N'ayons pas une vision écologique du petit Paris, carte postale, de l'entre-soi, du centre-ville. Oui. Une dernière question par rapport à vous. Personnellement, si vous aviez un modèle, une inspiration, un livre éventuellement, je ne sais pas, qui vous a aujourd'hui amené sur le chemin de la politique, qu'est-ce que ce serait? Une question un peu plus personnelle. Alors, moi, je sais que quand j'étais jeune, oui, Zola, ça m'a beaucoup inspiré. Ouais, Zola, c'était fort comme ouvrage. Puis après, ça a été... Germinal Ouais, il y avait Germinal, il y avait Bonheur des Dames aussi, voilà. Puis après, Victor Hugo, 93, hein, magnifique livre, hein, sur la Révolution française, et qui est très intéressant parce qu'on voit aussi l'évolution de Victor Hugo, qui n'a pas toujours été un soutien à la Révolution. Donc c'est intéressant de voir les trajectoires. Non, après moi je pense que c'est d'inspiration, voilà, très, très diverse. En ce moment, ça m'intéresse bien de voir, de réfléchir à quelqu'un comme Louise Michel, par exemple, qui était donc une figure extrêmement importante de la Commune de Paris, et qui en même temps, j'ai découvert, elle était très préoccupée par la question de la condition animale. Elle avait une phrase qui était très belle, mais je sens que j'ai peur de l'écorcher. Plus on est féroce avec la bête, plus on est soumis ou lâche devant la main qui vous frappe. Et donc je trouve ça intéressant de se dire qu'elle était très préoccupée par la condition animale, et pourtant moi je suis arrivée sur le tard, et finalement notre société est en train de se préoccuper de la condition animale, mais encore beaucoup d'hommes et de femmes qui regardent ça avec un plus profond mépris. Or, c'est un enjeu aussi philosophique d'avoir un autre rapport au vivant. Si vous ne pensez le vivant, c'est-à-dire les ressources naturelles et les animaux,
que dans une vision utilitariste par rapport à vous-même, par rapport au genre humain, mais vous êtes dans une approche d'exploitation. Et finalement, il ne faut pas s'étonner que vous acceptez d'autres formes d'exploitation. La logique du système capitaliste cherche à surexploiter et les ressources naturelles, et les hommes, et les femmes. Donc voilà. Sinon, j'ai plein de sources d'inspiration différentes. Je suis très inspirée en ce moment aussi par le mouvement des femmes kurdes, qui ont été capables au Rojava de créer une révolution féministe très intéressante, de s'émanciper de Daesh, à la fois en prenant les armes pour lutter contre Daesh qui occupait les villages. Et vraiment pour eux, la bataille des consciences nécessitait de mettre la question féministe au centre. Pour émanciper village après village de Daesh, il fallait pousser à de l'auto-organisation des hommes et des femmes, avec des assemblées des femmes, avec la parité homme-femme dans la responsabilité communale des communes libérées. Vous vous rendez compte? Ça, c'est en ce moment dans un endroit extrêmement... dans une situation de guerre, quoi. Donc on est très en retard parce qu'on n'est pas sur des assemblées de femmes et la parité n'est pas aussi respectée. Mais dans un cadre légal, il y a des parités des listes municipales, mais vous verrez à l'arrivée qu'il y a beaucoup plus de maires hommes que de maires femmes. Nous, sur nos listes, par contre, on est très fiers. On a plus de candidats tête de liste d'arrondissement femmes que hommes et vraiment sur toutes les catégories d'arrondissement, quoi. D'accord. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci d'avoir été avec nous, Danielle Simonet. Eh bien, merci à vous, bon courage. Merci.